Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Warzone, le podcast, votre podcast collège baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver après à peu près 2 semaines de silence, 2 semaines de mutisme, hein, si ce n'est pour ceux qui me suivent sur Twitter. J'ai activement suivi forcément les College World Series qui ont été vraiment exceptionnels. On va y revenir. Cet épisode sera une sorte de bilan, ces College World Series. Ça sera certainement pas un gros épisode en termes de longueur, en termes de détails. C'est vraiment un ressenti. Parce que j'ai vraiment apprécié cette mouture 2023 des College World Series et j'ai vu que je n'étais pas le seul. On a eu d'ailleurs des performances assez all-time, hein, on va également y revenir. Mais avant de commencer, je vais profiter pour faire un petit état des lieux. Donc je suis très content d'avoir commencé ce podcast, hein. On est à peu près à 12-13 semaines maintenant de podcast, c'est-à-dire 12-13 épisodes au moment où j'enregistre. Enfin, cet épisode sera certainement le 12e ou le 13e. Le 11e, va pas trop vite en besogne quand même. Voilà, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. J'ai pas les chiffres exacts puisque je me rappelle plus. Mais en gros, voilà, 12-13 semaines de podcast. J'aime bien ce style-là, ça me plaît particulièrement. Ça me permet d'aller un peu plus droit au but. Et puis aussi, en fait, en parlant, c'est plus facile qu'en écrivant, comme j'avais un peu énoncé et annoncé quand j'ai commencé ce podcast. À cet effet, il y aura certainement une petite restructuration. C'est un bien grand mot, hein, pour le Homera, mais en gros, j'ai remarqué que les articles, c'est vrai qu'ils venaient de moins en moins, de manière assez moins, on va dire, moins fréquente, hein, pour essayer de parler français. Et surtout, c'est que, bon, bah, je paye le domaine, je paye pas mal de choses, et comme je paye aussi bah, l'aide à importer tout ce qui est podcast, ça commence à faire une facture assez salée pour au final quelque chose de passionné. C'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent là-dessus et je ne compte pas en gagner forcément, c'est pas le propos de ce que j'énonce là dans cette intro, mais plus un constat pour dire que il est fort possible, fort probable que le site disparaisse, parce que voilà, très clairement, j'ai pas une case moyen illimitée sur ce que je mets sur le Homera, et comme comme j'ai dit, je paye sur différentes choses, hein. Bon, il faut faire des choix, et puis c'est vrai qu'en ce moment c'est plus facile pour moi de parler, et puis même voilà, au niveau personnel et professionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que enchaîner articles, podcasts, essayer d'être toujours en haut de l'actu, notamment il y a la draft qui arrive, je sais pas d'ailleurs comment je vais la couvrir, pour le coup, quelque chose à réfléchir, mais bref, devoir gérer un peu tout ça en même temps, c'est compliqué. Donc malheureusement, je pense que c'est le site, pardon, là où j'écris mes articles, qui risque d'en pâtir. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne voyez plus le site, le Homera, incessamment sous peu. Je ferai peut-être une petite annonce vite fait sur les réseaux sociaux. Rien de solennel. Je veux dire, on continue d'avancer, mais d'une différente manière. Et donc, comme d'habitude, intro super longue, mais bon, je pense que là, c'était important de faire cette intro-là et d'expliquer un peu que des choses vont certainement changer. Le podcast, pour le coup, va lui continuer, et bien content de pouvoir continuer, peut-être de manière un peu moins fréquente maintenant que la saison s'est terminée. Peut-être que j'en profiter pour pour parler draft, pardon, via ce podcast, enfin via les prochains épisodes de ce podcast, avant la draft qui a lieu dans quelques jours. Mais voilà, vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, hein, de podcast, hein, Amazon Music, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous retrouvez également ce podcast sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne Homera YouTube. Et sur tous ces bons mots, on peut y aller. Let's go! Et donc, comme je l'ai dit, cet épisode va faire la part belle à ce qu'il s'est passé, hein, pendant une dizaine de jours, hein, jusqu'à la consécration d'une certaine équipe en finale des College World Series. Je l'ai dit en préambule, des gros World Series, ça a été vraiment impressionnant. Euh, du très haut niveau, des rebondissements. Une finale peut-être un peu, alors pas décevante en soi, mais peut-être un peu décevante dans le sens où le scénario a été assez spécifique à partir du game 2, avec clairement deux blowouts qui ont voilà, très vite entériné le suspense pour chacun des matchs, hein, chacune des itérations, et donc du coup également pour le titre final. Mais je veux dire, en global, ça a été vraiment super de suivre ces World Series 2023.
Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de pouvoir suivre des matchs de ces College World Series, ou en tout cas de voir des highlights. Si ce n'est pas le cas, allez sur Wheels, Wheels, qui produit des highlights sur le college baseball, notamment de bonne facture. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a eu des matchs, des match-ups, notamment entre futurs stars potentiels de la MLB, en tout cas futurs au choix de draft, on va pas non plus trop s'avancer, euh, qui ont valu le détour. Et donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Ça a commencé un vendredi, ça fait plus de 2 semaines maintenant, c'était le vendredi donc 16 juin. Et on s'est retrouvé avec d'ailleurs la poule 2, le bracket 2, le bracket qui était donc composé de Oral Roberts, de TCU, de Florida, de UVA. Ce bracket que j'avais décrit et détaillé comme étant entre guillemets le bracket peut-être le plus, ou peut-être, je vais pas dire le moins intéressant, ça serait peut-être un peu vache, mais celui qui apportait peut-être un tout petit peu moins de hype quand on comparait bien sûr à celui qui était composé de Wake Forest, Stanford, LSU et Tennessee. Malgré tout, on a eu des gros matchs dès la première journée, puisque Oral Roberts avait créé la petite sensation en venant à bout de TCU 6-5. Derrière des grosses performances, notamment du bullpen, pour essayer de tenir le choc face à une attaque qui était pourtant en feu, l'attaque de TCU. Un line-up aussi d'Oral Roberts qui a été très très bon pour se jeter un peu à la gorge du pitching staff de TCU. Et du coup, on a retrouvé dans ce bracket des vainqueurs de ce second bracket, Oral Roberts, qui a fait face dès le tour suivant à Florida. Florida qui a été malmené par UVA, mais qui s'en est sorti sur la fin, avec une victoire également 6-5. Donc ça avait donné ça avait donné le ton en fait de ces College World Series. Et on avait donc retrouvé dès le lendemain le bracket, le fameux bracket de la tête de série numéro 1, Wake Forest, avec Stanford, LSU et Tennessee, avec un premier match qui a été compliqué pour Wake Forest, très vite mené 2-0, qui a fait une petite remontée pour finalement s'imposer 3-2 dans ce match. Du côté de LSU, ça s'est plutôt pas mal passé avec, c'est vrai, un score un peu trompeur, puisqu'au final Tennessee avait réussi à scorer 3 fois, mais avait perdu 6-3, et franchement quand on voyait le match, il n'y avait pas eu match pour le coup. Un LSU qui avait donc fortement impressionné, qui avait très rapidement montré dans ce bracket que Wake Forest n'allait peut-être pas si facilement s'en sortir que ça. On s'est retrouvé donc avec très vite le calendrier des perdants, c'est-à-dire dans chaque bracket, que ce soit TCU et Virginia d'un côté et Tennessee et Stanford de l'autre, une victoire impérative pour ne pas se faire éliminer très très rapidement. Alors, côté TCU Virginia, on a eu là encore un très très beau match. Un match très serré où les lanceurs se sont quand même bien débrouillés pour limiter 2 attaques très fortes, 2 attaques potentes. Et malheureusement, l'équipe qui en a fait les frais, c'est Virginia, UVA, qui s'est fait éliminer donc assez rapidement. Kyle Thiel, Jake Geloff, pour ne parler que d'eux côté UVA, ont donc dû du coup se tourner très vite vers la draft, avec une élimination entre guillemets prématurée, mais bon, suite à un très beau parcours face à une équipe qui était quand même très 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 chaude, encore une fois, TCU. TCU qui avait donc du coup encore une chance de pouvoir s'en sortir. Et côté bracket perdant du bracket numéro 1, Tennessee s'en était sorti face à Stanford. Stanford qui était donc très rapidement du coup éliminé, alors que Stanford était le favori vis-à-vis de Tennessee, après avoir fait une très belle performance face à Wake Forest, alors que Tennessee paraissait quand même un peu en dessous du reste du pack de ce bracket. Tennessee qui a compté sur des performances hors normes exceptionnelles de Chase Burns. Comme je l'avais dit récemment, Chase Burns avait été relancé en tant que releveur après une saison très délicate en SEC, notamment en tant que starter. On reparlera de Chase Burns bientôt, puisqu'il faut le savoir, je vous le dis à l'avance, mais Chase Burns n'a pas très bien goûté à certaines choses qui sont passées du côté de Tennessee. A également aussi voulu peut-être se relancer avant une année 2024 qui va être cruciale pour lui, puisqu'il va falloir rehausser ses stocks draft, lui qui va être certainement drafté quand même en 2024 et qui faisait partie des hauts prospects avant cette saison 2023, pour donc la saison 2024. Il a tout simplement inscrit son nom sur le portail des transferts,
ce qui veut dire qu'il sera normalement plus un joueur de Tennessee la saison prochaine, mais on y reviendra dans les prochains podcasts. Je pense que quand la draft se sera terminée et que la deadline du portail de transfert sera atteinte pour cette itération, cette mouture je pense que la deadline c'est le 13 juillet pour cette mouture, avant donc la réouverture en décembre. On pourrait en reparler un peu plus tard. Mais donc Tennessee a survécu, Tennessee se donnait encore une chance de pouvoir, pourquoi pas, aller jusqu'en finale. Et côté bracket des vainqueurs des deux brackets, on retrouvait donc Florida face à Oral Roberts et donc Wake Forest face à LSU. On s'est retrouvé avec un match entre Florida et Oral Roberts, encore une fois, mais c'est dommage que je ne pouvais pas commenter chaque match au jour le jour, puisque du coup là je me base sur des souvenirs. Mais encore une fois, un match très très bon. Oral Roberts qui aura donné beaucoup de fil à retordre à Florida. Florida qui se sera sorti du piège d'Oral Roberts sur la fin, encore une fois. Oral Roberts qui pourra s'en mordre les doigts d'ailleurs. Victoire donc de Florida 5-4. Florida qui va donc attendre dans la finale de son bracket, tandis que Oral Roberts va devoir affronter TCU dans un match à élimination directe. De l'autre côté, on a eu un des premiers matchs entre Wake Forest et LSU à l'avantage de Wake Forest. Wake Forest qui s'en sort en gagnant 3-2. Là, encore une fois, Wake Forest a eu des difficultés, mais s'en est très bien sorti et a montré surtout très clairement pourquoi c'était le favori, avant de voir ce qui s'est passé par la suite, mais pourquoi c'était le favori à date de remporter tout simplement le titre, après une année 1955 qui commence à dater. Wake Forest a compté encore une fois sur un pitching de haute volée et également sur des actions clutch de sa défense, puisque LSU a été très très difficile à contenir, mais LSU n'avait scoré que 2 runs sur ce match. LSU s'est donc retrouvé dans le bracket du coup des perdants avec Tennessee, tandis que comme je l'ai dit, Oral Roberts devait affronter donc TCU dans un rematch du premier match qui avait eu lieu lors de ces College World Series. Et on s'est retrouvé donc le 20 juin avec d'un côté TCU face à Oral Roberts et LSU ensuite face à Tennessee, avec une victoire pour le coup sans doute possible de TCU face à Oral Roberts, une victoire 6-1. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, Oral Roberts a très clairement eu un problème de line-up, un problème de bat. Comme je l'ai dit souvent, en fait, Oral Roberts, c'est du très beau baseball, très calibré, très académique en fonction du baseball universitaire, c'est-à-dire c'est un baseball beaucoup plus small ball, entre guillemets, c'est-à-dire que la part belle au bunt, la part belle au squeeze play, la part belle au travail sur base intensif, à défaut d'être une équipe purement vous savez, de puissance, de home run, de gros coups et de points produits via des grosses performances à la batte. Là, ils ne s'en sont pas sortis face à un TCU qui a été pour le coup discipliné et qui a fait feu de tout bois au moment où il le fallait, malgré un Brayden Taylor qui a été un tout petit peu en deçà sur les performances des College World Series comparé à ses performances auparavant dans le tournoi et donc sur la saison. TCU s'est donc donné une nouvelle chance face à Florida, tandis que de l'autre côté, Tennessee n'a pas fait le poids face à LSU qui a complètement éteint, c'est le cas de le dire, complètement éteint donc Tennessee, pardon. Et on s'est retrouvé donc du coup avec de nouveau un rematch entre LSU et Wake Forest, tandis que Florida se retrouvait opposé à TCU. On va commencer par le match qui n'a pas fait, qui a été un très bon match pour le coup, mais qui a très vite permis à Florida donc d'aller attendre tranquillement la finale des College World Series, puisqu'ils se sont imposés face à TCU. Ça n'a pas été si simple que cela encore une fois, ce qui a montré encore une fois le très très haut niveau et la très faible marge que chaque équipe avait l'une vis-à-vis de l'autre, quelles que soient les 8 équipes présentes lors de ces College World Series. Une victoire 3-2 donc de Florida face à TCU. Et j'ai envie de gagner un peu plus, de garder un peu plus de temps pour qu'on puisse parler vraiment de ce qui s'est passé entre LSU et Wake Forest, puisqu'il s'est passé ce qui ne s'était pas passé de l'autre côté, c'est-à-dire que LSU s'est battu, LSU a réussi à garder son sursis en vie avec une première victoire 5-2 lors du Game 12, le Game 12 au total de ce World Series, le 21 juin, avant de se retrouver donc de nouveau opposé dans un game final, une sorte de game 7, on peut dire ça, entre guillemets, c'était le dernier match de ces College World Series avant d'arriver au final de College World Series entre de nouveau LSU et Wake Forest. Malheureux perdant
à l'entame. Et on va décortiquer ce match particulier parce que ça a été un match exceptionnel. Quand je dis exceptionnel déjà, tout était en place pour du drama en veux-tu, en voilà, puisqu'on retrouvait deux très hauts futurs choix de draft en Paul Skeens. Paul Skeens qui est de plus en plus vu dans les mock drafts comme le numéro 1 à la place de Dylan Cruz. Personnellement, moi, dans mes mock drafts, je mets toujours Dylan Cruz en 1, mais voilà, c'est chacun ses choix. Pour moi, Paul Skeens le mérite tout autant vu ce qu'il a montré cette saison. Et face à lui, pour moi, ce qui se fait de mieux en termes de lanceur universitaire cette saison, c'est Rhett Lauder. Alors oui, ça paraît paradoxal. Paul Skeens a été le meilleur lanceur de college baseball, quasiment, pour tout le monde, unanimement. Ça a été incroyable. Ce combo avec cette vitesse, cette puissance de fastball, c'est incroyable. Il dépasse régulièrement les 100 miles par heure. Et sa slider ou ses breaking balls assez dévastatrices, puisque les gens qui ont du mal à suivre déjà, les fastballs se retrouvent bloqués par des balles off-speed, comme on appelle ça. Ça a été le meilleur, mais en termes de pure pitching, en termes de nombre de types de pitch, en termes de contrôle pur, j'ai trouvé Rhett Lauder vraiment impressionnant. Alors, je peux pas dire plus impressionnant que Paul Skeens, mais vraiment en termes de maîtrise, Rhett Lauder, pour moi, ça a été le meilleur pitcher sur toute la saison. Il a fait partie d'ailleurs d'une rotation qui était la meilleure rotation de la saison. La rotation de Wake Forest, si ce n'est sur justement le match 12, donc entre LSU, le match précédent entre LSU et Wake Forest, où LSU a battu donc Wake Forest 5-2. On s'est retrouvé avec, pour le coup, des rôles un peu interchangés, c'est-à-dire que la rotation, le starter de Wake Forest a un peu plus galéré que d'habitude, tandis que le starter de LSU, à qui on prédisait des difficultés, s'en est très très bien sorti. Et un starter de LSU qui s'en est très bien sorti, on va en reparler un peu plus tard. Mais pour revenir sur ce dernier match de World Series avant d'arriver en finale, on s'est retrouvé donc face à ce qui se faisait de mieux. Je le rappelle, Rhett Lauder, Wake Forest, Paul Skeens, LSU. Et ils n'ont pas déçu puisque les deux s'en sont très très bien sortis tout le long de leur sortie, tout simplement. De mémoire, je sais que Rhett Lauder s'est arrêté un peu avant. Je pense qu'il a terminé quelque chose genre 7 manches. Sur 7 manches, aucun point concédé. Je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 strikeouts. Ça a été très propre. Il y a eu du pitch by contact, c'est-à-dire qu'il a beaucoup joué sur le fait de faire des lancers qui piègent les adversaires, qui arrivent quand même à les contacter, mais qui ne peuvent pas en faire grand-chose. C'est-à-dire de la fly-out, de la ground-out, des balles qui permettent aussi d'initier des double plays. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec Rhett Lauder, même s'il peut aussi faire des grosses performances en termes de retrait surprise, de strikeout. Et face à lui, on a eu quand même Paul Skeens qui lui a duré 8 manches pour le coup, je pense 9 strikeouts. Lui, ça a été du Paul Skeens dans le texte, beaucoup de balles rapides assez exceptionnelles, beaucoup de force dans ses lancers, beaucoup de challenge vis-à-vis des batteurs. Et pourtant, il y avait des batteurs de haut niveau en face de lui, du Brock Wilken, du Nick Kurtz, pour ne citer que. Ça a été assez exceptionnel et assez tendu, en fait. Et du coup, puisque c'était un match exceptionnel et que ça ne pouvait pas s'arrêter après seulement 9 manches, on s'est retrouvé avec des extra innings. Donc LSU et Wake Forest ont dû battre jusqu'à la 11e manche, avant donc d'arriver au fameux walk-off qui a libéré LSU vis-à-vis de Wake Forest. D'ailleurs, ce walk-off, pour vous dire à quel point ce match a été exceptionnel, je sais que la façon dont je le raconte ne rend pas justice à ce match qui a été vraiment incroyable, mais c'est un walk-off. Alors, je sais que c'est un walk-off, ça doit être un two-run, home run. Alors, je ne me rappelle plus de qui par contre, pour le coup. Je dirais Tommy White de mémoire, mais c'est en mémoire. Yep, tu dis pas que des conneries, Tommy White. Le mois du montage va vous dire exactement qui c'était, puisque là je peux pas revenir dessus, mais c'était exceptionnel. Vraiment, pour moi, ça a été le meilleur match de ces College World Series. Un duel de pitcher de haut vol qui a tenu toutes ses promesses. Puis après un walk-off dans la 11e manche pour propulser LSU par-dessus Wake Forest, alors que Wake Forest était le clair favori. Et on s'est retrouvé donc dans un duel SEC pour la finale, comme ça avait été le cas en 2021. Donc cette fois-ci, c'était entre Vanderbilt et Mississippi State. Cette année, c'était donc entre Florida et LSU. Moi, très clairement, avant le début de ces College World Series finales, avec ce qu'avait montré LSU, mais avec le fait aussi que Skeens, du coup, avait un peu hypothéqué ses chances de pouvoir vraiment lancer, en tout cas starter lors des finales, j'avais très vite imaginé un Florida qui allait s'en sortir peut-être avec 2 victoires à 1.
Et on s'est retrouvé alors c'était le samedi, si je dis pas de bêtises, avec donc le premier match entre LSU et Florida. Et tiens, avant de commencer, si on faisait une petite pause de quelques secondes, je vais boire un peu d'eau. Allez, je reviens. Et donc là, pour le coup, j'ai un peu plus de mémoire, bien sûr, sur les finales, puisqu'elles sont beaucoup plus récentes. On s'est donc retrouvé avec tout simplement un duel de pitchers entre, bien sûr, Ty Floyd, côté LSU, tandis que côté Florida, c'était Brandon Sprout, si je me rappelle bien. Et en fait, ça a commencé très vite, puisque de mémoire, Brandon Sprout se bat donc face à Dylan Cruz. Dylan Cruz, vous savez, c'est un joueur exceptionnel qui a sorti des nombres de PlayStation. Enfin, cette année, il a fait vraiment. Genre, vous jouez avec un joueur cheaté sur MLB The Show, vous avez les mêmes nombres quasiment. Enfin, il a survolé le college baseball. Et notamment, sa discipline au marbre a été impressionnante. Là, il a fait perdre un peu les nerfs de Brandon Sprout qui l'a touché en fait. Donc, il s'en est sorti sur un hit by pitch. Et ça a eu des conséquences puisqu'il s'est retrouvé sur base et Beloso l'a fait rentrer via un RBI de mémoire. Ce qui a lancé en fait quelque part les hostilités dès la première manche entre donc LSU et Florida. Ensuite, il a fallu attendre la troisième manche et si vous voulez, pour aller vite, il y a eu des actions défensives de haut vol des deux côtés. Je me rappelle d'un Dylan Cruz qui presque vole un home run potentiel de côté de Florida. Je me rappelle du troisième base de Florida aussi qui réussit un énorme play alors que les bases sont pleines en deuxième manche. Enfin bref, des choses pour limiter la casse. On se retrouve donc toujours à 1-0 en haut de troisième manche. Puis Kevin Dugas, l'un des vétérans bien sûr de LSU, réussit un petit home run pour partir avec un 2-0 pour LSU. Ce qui va aussi lancer Florida, puisque en bas de cette même troisième manche, Florida va rentrer dans le score avec ses deux héros habituels, notamment Wyatt Langford qui va réussir un double et qui va permettre à Kurland qui avait donc, si je me rappelle bien, c'était un walk de mémoire. Je suis pas complètement sûr, mais bon, je pense que je suis quasiment sûr que c'était ça. Il va mener en fait Kurland jusqu'en troisième base. Et en fait, Caglione va donc réussir à contacter la balle, même s'il va finir par être sorti, il va être accrédité d'un RBI, puisqu'il va permettre à Kurland de pouvoir scorer. Ce qui va donc permettre en fin de troisième manche de retrouver Florida sur le scoreboard et donc un lead de 2-1, un lead très faible, entre guillemets, voilà, vraiment, vraiment très proche, LSU et Florida après 3 manches. Ce qui va ensuite nous permettre de retrouver en fait encore une fois des actions défensives de haut vol et notamment un Ty Floyd, le lanceur de LSU qui va être en feu, strikeout sur strikeout. On va y revenir quand ça va être sa sortie d'ailleurs en 8ème manche, mais il aura réussi d'ailleurs un petit record là-dessus. Du côté de Brandon Sprout, on réussit aussi quelques actions de bon talent, de bonne classe, on va dire, pour essayer de parler français. Et Florida va donc réussir à revenir au score, à revenir à égalité en 5ème manche, en bas de 5ème manche. Et tout ça en fait grâce, si je me rappelle bien, à Kurland qui donc aura réussi à scorer en 3ème manche et à produire un RBI pour Evans qui va donc pouvoir égaliser. Si je me rappelle bien, il y avait eu aussi la peur en fait du coup de voir Langford pouvoir permettre à Florida de repasser devant. Mais malheureusement, Langford va pas réussir. Il va frapper la balle vers le shortstop. Le shortstop va pouvoir le retirer en première. Et on va se retrouver donc à 2-2 à l'entame de la 6ème manche. 6ème manche qui d'ailleurs va encore rendre LSU entre guillemets muet. Pas de nouveaux points marqués malgré des belles opportunités. Je pense notamment à Trey Morgan qui va réussir à très vite rentrer sur base. Malheureusement, ça n'avait pas suivi derrière. Je me rappelle que Dugas aussi avait réussi à rentrer sur base, mais ça n'avait pas suivi derrière parce que je pense que Beloso s'était fait éliminer. Et je me rappelle plus qui d'autre s'était fait éliminer. Ah oui, c'est vrai. De mémoire, je pense que Jobert sort. Du coup, c'est Jones qui rentre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh oui.
C'est Jones qui rentre, Jones qui va donc... euh, on se retrouve donc avec 2 éliminés, Jones qui réussit donc pour lui à rentrer en fait, à frapper entre guillemets, mais en fait c'est surtout un choix de la défense d'éliminer Morgan qui était lui en troisième base et qui retire en fait aussi toute opportunité à LSU de pouvoir aller scorer, ce qui va permettre à Florida en bas de sixième manche de prendre l'avantage grâce à une de leurs belles histoires, hein, c'est leur vétéran, le catcheur BT Rayopel. Faut le savoir au passage, c'est un joueur qui a très vite décidé qu'il n'allait pas continuer dans le baseball. Je pense qu'il a un gros master hein, de mémoire et qu'il a déjà signé son contrat avec sa future firme. Dès que la fin de Omaha se présentait, il était déjà prêt pour sa prochaine carrière dans la vie active. Et donc il permet il donne en fait l'avantage hein, à Florida en bas de sixième et on commence à septième donc avec ce fameux avantage. Euh, Juste, je vous le dis à l'avance, c'est le dernier point que va concéder Ty Floyd, lui qui est vraiment sur encore une fois un stretch assez incroyable, et il va donc réussir à tenir jusqu'en huitième manche sans prendre d'autres scores avant d'être sorti. Sa fiche notamment contient la bagatelle de 17 strikeouts, ce qui est un record pour lui, ce qui est un record ou pas loin en finale de College World Series pour un même lanceur. C'est assez exceptionnel, là où on s'attend par exemple à des Paul Skeens qui pourraient faire ça. Côté Florida, peut-être un Hurston Waldrep par exemple qui pourrait être proche de faire ça en termes de talent. Bien non, c'est Ty Floyd qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, qui certes concède 3 points au final, mais qui réussit quand même la bagatelle de 17 strikeouts, qui aura tenu aussi 8 manches, ce qui est très important, puisqu'on le sait, dans la bataille face à Wake Forest, l'une des problématiques, ça a été d'utiliser le bullpen pour LSU, en sachant qu'en étant qualifié pour la finale, forcément des armes du bullpen, hein, des armes, c'est bien de mixer le français et l'anglais, des bras du bullpen risquaient d'être fatigués ou non opérationnels pour un tel événement. Grâce à la performance de Ty Floyd et le fait qu'il ait tenu aussi longtemps, ça a permis aussi de limiter le nombre d'utilisations en termes de releveurs. Et ça a eu son importance. Alors, je vous l'ai dit, on se retrouve donc en huitième avec Ty Floyd qui lui va donc quitter ses coéquipiers, mais il va les quitter en ayant vu ses coéquipiers justement revenir à 3-3. 3-3 grâce à Tommy White. Tommy White qui a été un des gros bonhommes de ces College World Series et notamment de ses finales. Il va réussir le home run. Je pense d'ailleurs que comme j'avais dit, c'est lui qui avait fait le walk-off face à Wake Forest un peu plus tôt pour les amener justement en finale. Le home run qui va faire du bien. Donc on se retrouve à 8ème manche avec 3-3. On va partir ensuite en 9ème, en 10ème et en 11ème sans score. La tension est à son comble. Et là, un autre petit héros, pour le coup, et un vétéran aussi, un peu à la mémoire un peu à l'idée de Rayopel côté Florida, Beloso, qui est plutôt DH maintenant, qui va réussir un home run et qui va donner l'avantage en 4-3 à ces Tigers. Plus rien ne sera marqué, notamment en bas de 11e. LSU va réussir à s'en sortir, notamment éliminant des Rayopel, des Rivera, le petit frère de Jet Fabian, si je me rappelle bien, qui était là et qui va se faire retirer également. Et d'ailleurs sur un strikeout, c'est-à-dire que LSU va terminer sur 2 strikeouts pour entériner la victoire. Je vous ai donné le détail de cette match-up-là, de ce match-là, puisque ça a été le match après le match entre Wake Forest et LSU. Pour moi, c'était le deuxième plus gros match vraiment de ces College World Series au global, si on inclut les College World Series plus les finales de ces College World Series. Et ensuite, malheureusement, on a eu beaucoup moins de suspense, beaucoup moins de tension, puisque, on va aller du coup un peu plus vite, lors du match suivant, le match 2, on sait que Florida est dos au mur, on sait que côté LSU, on ne peut pas forcément compter sur Skins, puisqu'il a joué très, très, très récemment, et on va se retrouver avec un match, pour le coup, comment je peux dire ça, sans suspense du tout. Florida va remporter ce match 24-4, avec bien sûr, qui dit un gros score, dit des grosses performances, notamment offensives, avec bien sûr donc Wyatt Langford, Wyatt Langford qui est attendu dans le, on va dire, top 3, top 5 de la prochaine draft, et qui, alors, si Dylan Cruz est vraiment pour moi le meilleur joueur de college baseball cette saison, et en termes de champ extérieur, c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Si on veut un joueur qui est
offensivement incroyable en termes de puissance, en termes de points rentrés, etc., en termes de totaux, et peut-être un peu moins en termes de stats avancées et de moyenne, on va plutôt sur Wyatt Langford. Wyatt Langford, c'est aussi une saison exceptionnelle. Ça home run à tout va, ça produit du point à tout va, et ce match-là, on a été la preuve, bien sûr, ça a été un blowout, 24-4, c'est forcément un blowout, mais pour lui, ça a été 6 points produits, 5 coups sûrs en 5 at-bats, ça a été 4 runs scorés également. Il y a eu du home run, il y a eu de tout. Et l'autre gros joueur de ce match-là, ça a été Ty Evans. Ty Evans qui, sur ses finales de College World Series, a été assez exceptionnel pour Florida. Lui, c'est 5 points produits, c'est 3 points scorés, c'est 3 coups sûrs sur 5 at-bats. Ça a été assez fou de son côté. On peut bien sûr penser à Caglione qui a aussi fait montre de belles performances. Qui d'autre ? Je pourrais vous dire tout le monde quasiment, hein. On peut penser à Josh Rivera. Josh Rivera, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est un joueur un peu qui passe en sous-marin et qui pourtant a été exceptionnel. Enfin, compte tenu des attentes, a été très très bon en tout cas. Un des Brooks Wallace, voilà, demi-finaliste ou finaliste hein, de mémoire, qui a fait aussi un très très bon match. Mais bref, en général, l'attaque de Florida s'est régalée. Côté lanceur, pour le coup, j'attendais peut-être. Enfin, c'est un match assez spécial, hein, on va pas se mentir. Austin Waldrep qui a quand même subi pas mal de coups hein, dès le début et qui n'a pas tenu longtemps. Il a tenu que un peu plus de 2 manches. 3 points pris assez rapidement. On pensait justement que LSU risquait de débloquer un peu. Enfin, de remporter les World Series dès ce deuxième match quand on voyait les 2 premières manches, puisqu'il menait 3-1 assez rapidement. Mais ensuite, la 3e manche a été la manche qui a complètement changé la donne avec 6 points concédés par donc, LSU. Quand j'ai vu ce match-là, bon, j'étais en mode un peu ok. C'est vrai que Dylan Cruz, lui, il a fait son match, très bon match, hein, 2 sur 3 à la batte, 2 points scorés. Voilà, c'était un des rares à surnager. Bon, après, il faut, comme je l'avais dit encore une fois, c'est qu'il a fallu trouver des solutions, essayer de trouver des solutions pour, essayer de tenir au niveau des lanceurs. Et donc, ça n'a pas tenu. Hein. Nate Akenhausen a pitché un peu plus de 2 manches lui aussi. C'est en entrée de 3e manche qu'il a subi, hein, avec notamment 6 points concédés, dont 3 points mérités. Ça a été très compliqué même en défense, il y a eu des petites erreurs et compagnie, et le match a été très vite lâché hein, par LSU très clairement, en se concentrant sur le match qui suivait, donc le match du lundi, le match 3. Et après ce match-là, comme beaucoup de gens, j'ai l'habitude, j'ai un peu entre guillemets l'expérience, j'ai l'habitude de voir des matchs qui sont complètement différents d'un match à l'autre en baseball en général, et puis en college baseball encore plus. Mais j'avais l'impression qu'il y avait cet avantage psychologique de Florida, puisque l'offense de Florida, pour le coup, semblait s'être réveillée. Et en fait, encore une fois, le fait que c'était très compliqué de pouvoir faire rentrer un comment il s'appelle, pardon, un Paul Skeens dans ses finales, ça ramenait encore plus de complexité, voilà, pour LSU, bah, simplement de pouvoir aligner ce qu'il faut en termes de lanceurs pour pouvoir remporter ces World Series. On se retrouve donc pour ce fameux match 3, et là en fait il y a il y a 2 premières indications que j'ai trouvées intéressantes et qui pour moi ont changé la donne avant même que le match commence. Je me rappelle que je parlais avec un de mes collègues, et quand on a vu que Caglione allait starter, on était un peu dubitatif pour ce type de match 3. C'est vrai que c'est un starter, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci en ça, mais c'est un starter qui est un two-way player, c'est-à-dire qu'il apporte aussi beaucoup à la batte, et dans ce type de match avec autant de pression, de tension, fin de saison, avec autant de manches lancées et autant de manches frappées également pour un jeune joueur, moi j'imaginais beaucoup plus un match de bullpen, un match full bullpen pour Florida pour le match 3, et un match pour le coup beaucoup plus classique pour LSU, puisqu'il leur restait un joueur qu'ils ont fait beaucoup jouer en releveur vu ses difficultés ces dernières semaines, c'était Thatcher Hurd, mais il ne faut pas oublier que Thatcher Hurd, c'est quand même un joueur référencé, un lanceur référencé qui venait de UCLA, et à UCLA, c'était un des gros prospects pour les années à venir. Il arrivait à LSU avec cette étiquette de gros prospect. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Paul Skeens, mais je rappelle que Paul Skeens, à Air Force, c'est un two-way player, un joueur qui est déjà
au potentiel exceptionnel, mais on ne parle pas de lui en principal transfert. Hein. On parle de Tommy White, côté batteur, on parle de lui presque à égalité avec Thatcher Hurd, pour le coup. Et Thatcher Hurd a surtout déçu, là où Paul Skeens a excédé, enfin a dépassé les attentes. Donc il faut rappeler que Thatcher Hurd, c'est pas non plus n'importe qui, et on s'imaginait beaucoup plus voir un Thatcher Hurd performer qu'un Paul Skeens à ce niveau-là. En changeant de conférence pour la mid-major, là où est Air Force, je pense à la Mountain West de mémoire, et venir en SEC, ça paraissait plus compliqué que quelqu'un qui vient de Pac-12, avec des grosses références en Pac-12, et venir après performer en SEC. Donc bref, petit aparté est terminé. Là aussi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner trop de choses à dire. Le tout début de match montre Florida qui marque très vite 2 points face à Hurd. Et on se dit, oh, Hurd risque d'avoir encore des complications. Sauf que Caglione va subir la foudre. Il va subir la foudre de toutes parts. Il va être très vite retiré puisqu'il va concéder 6 points, dont 6 points mérités en début de deuxième manche. Et ça va complètement dérailler, on va dire, le train Florida, et ça va complètement éliminer tout suspense. Hein. Alors, on voyait des gros problèmes. Caglione a complètement... Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est par rapport à la fatigue. On peut comprendre la tension, la fatigue, la pression. Two-way player, il n'y avait aucun contrôle, aucune commande dans ses balles. Il a eu du hit by pitch, il a eu des balles complètement hautes, des quasi wild pitch, complètement bas sur le côté. Ça a été très très compliqué son outing, donc son outing a été très vite abrégé, surtout face à un haut de line-up de LSU quand même assez impressionnant de base. Et voilà, il n'a pas tenu la pression, il n'a pas tenu aussi physiquement. 6-2 après 2 manches pour LSU, et on a très vite senti que le vent avait tourné. D'autant plus qu'après 4 manches et 4 nouveaux points en 4e manche scorés par LSU, on se retrouve avec 10-2. Et là, très clairement, à 10-2, bon, on sait que c'est du college baseball et qu'on a déjà vu des remontadas plus exceptionnelles que ça, mais à 10-2, c'était compliqué d'imaginer un autre sort qu'une victoire de LSU. C'est ce qui s'est passé avec finalement 18-4 pour LSU. Forcément, avec un nouveau blowout, des grosses performances offensives. Hein. Dylan Cruz qui, notamment, y va de la belle fiche. Hein. On va dire 4 sur 6 à l'at-bat, 3 points scorés, 1 point produit, 1 walk. Des chiffres de PlayStation comme d'habitude à son niveau, mais surtout Tommy White qui pour moi était le gros bonhomme vraiment de LSU en termes de production pure. Hein. Il se retrouve encore avec 3 points produits dans ce dernier match, 4 coups sûrs sur 7 at-bats, 2 points scorés. Ça a été de toute façon la fête hein, pour le haut du line-up de LSU. Même des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir performer, par exemple leur catcher, Alex Milazzo qui se retrouve avec 2 points scorés, 1 coup sûr en un at-bat, 2 walk. Normalement, c'est le genre de joueur qu'on essaie de pas walk justement, hein, les joueurs de fin de line-up, les joueurs qui justement normalement sont pas réputés pour tenir la dragée haute au pitcher. Là, ça a été aussi impressionnant. Ça a permis aussi de voir d'autres joueurs, notamment Aiden Travinsky, l'autre catcher, qui a eu de l'at-bat. Bref, j'ai pas envie de rester trop longtemps dessus, parce que malheureusement, c'est ce que je voulais dire. Les College World Series en global ont été exceptionnels, des performances exceptionnelles. Malheureusement, après le match 1, qui lui aussi a été exceptionnel des finales de College World Series, les 2 autres matchs avec ces blowouts m'ont un peu laissé personnellement sur ma faim, même si LSU a totalement mérité son titre, un très beau champion, il n'y a rien à dire. Avec 2 joueurs, et on va en reparler dans un prochain podcast, quand on va faire le bilan un peu avec les All-American Team, toutes les récompenses, mais 2 joueurs qui ont eu des récompenses méritées. Hein. Dylan Cruz, meilleur joueur du college baseball en termes de Golden Spikes. Son coéquipier, Paul Skeens, meilleur joueur du college baseball ou du sport amateur en termes de Dick Howser Trophy. Je vous rappelle qu'il y a différents trophées, et le Dick Howser Trophy est un autre trophée qui récompense les joueurs universitaires. Donc voilà, chacun a eu son petit trophée à ce niveau-là. Souvent en général, on voit plutôt un même joueur remporter les 2 trophées. Mais là, voilà, les 2 joueurs ont été exceptionnels. Les 2 joueurs seront certainement aux 2 premières places de la draft qui arrive dans quelques jours. D'autres joueurs qu'on pourrait retrouver à la draft, hein, je pense à Trey Morgan, un joueur que j'affectionne encore une fois tout particulièrement et qui a montré une très belle progression à la batte. Lui qui est très bon en défense et qui est polyvalent. Donc bref,
un beau champion à LSU. Florida aurait pu mériter également. Malheureusement, Caglione a subi un peu le retour de bâton de ce qui fait l'essence d'un tel joueur, hein, le fait que ce soit un two-way player qui veut continuer dans cette voie-là et qui a beaucoup donné en positif des deux côtés de la balle, hein, en tant que lanceur et en tant que frappeur, surtout en tant que frappeur, ce qu'il a fait, l'a très clairement mis en position pour être meilleur joueur SEC de la saison. Donc voilà, bravo aux acteurs de cette finale, bravo aux acteurs de ces College World Series. Encore une fois, une saison qui se termine en apothéose, malgré, encore une fois, des finales peut-être un tout petit peu décevantes via les blowouts. Mais voilà. Je voulais revenir rapidement donc sur ce College World Series. L'affluence d'ailleurs, une des choses à remarquer, c'est que l'affluence ne s'est pas trompée. Il y a eu une forte affluence, que ce soit au stade, une forte affluence, en tout cas une forte audience au niveau des téléspectateurs. On n'avait pas vu ça depuis un certain moment, ce qui montre aussi en fait l'attrait pour une compétition qui a été exceptionnelle cette saison et qui reprend aussi année après année du lead en termes de curiosité, en termes d'audience, puisque les gens sont de plus en plus hype par les prospects, malgré le fait que la draft va permettre de repêcher des joueurs, des jeunes joueurs, mais qui vont d'abord passer par le farm system et donc bien sûr les ligues mineures. Malgré ça, avec le fait qu'on amène de plus en plus rapidement les jeunes joueurs quand même dans le show, et puis aussi la médiatisation qui devient de plus en plus globale, hein. Je vois même un softball. Le softball a été très fortement suivi, et pourtant le softball, il n'y a pas vraiment de ligue professionnelle. Il y en a une, hein, là où une fast pitch, mais c'est pas une ligue vraiment développée. Mais c'est pour vous dire encore une fois que les sports universitaires sont très bien vus, apportent beaucoup d'engouement, et le college baseball est en train d'être sur une pente ascendante en termes d'audience, en termes d'affluence, en termes d'excitation. Et c'est ce qui importe, hein. Il y a ce besoin de renouveler, hein, l'intérêt du baseball, et ça passe bien sûr par la case college baseball. Un dernier mot avant de vous laisser pour vous rappeler que la draft arrive incessamment sous peu. La saison de baseball universitaire est terminée, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, donc il y aura des prochains podcasts. Peut-être que ça ne sera pas des podcasts hebdomadaires, mais un peu plus toutes les 2 semaines, je vais voir. Encore une fois, merci à toutes et à tous de suivre, hein, ce podcast depuis son lancement. Merci de suivre le Homer en général. Doit y avoir, comme j'avais dit récemment, des vidéos qui vont arriver aussi bientôt. Je travaille dessus, mais c'est vrai que je ne suis qu'un homme après tout. Et un homme, 2 bras seulement, 2 jambes seulement, une seule bouche. Donc difficile d'être productif plus qu'il en faut avec la vie que chacun mène. Vous le savez très bien, je pense que vous êtes un peu dans la même situation que moi. Mais bref, il y a du contenu qui va arriver, peut-être pas de manière régulière vu qu'en plus c'est les grandes vacances, donc on va aussi profiter pour essayer de se reposer un peu. Et sur tous ces moments, je vous dis tout simplement à très bientôt, à très vite. Le college baseball continue, ça n'est jamais terminé. Merci à vous. Allez, ciao.